Et ça, c'est un concept aussi que Jung appelle la voie de l'individuation, qui est bien loin de l'individualité. C'est-à-dire que l'individuation, c'est pouvoir créer cet être complet à l'intérieur de nous, pour tenir debout, seul, psychiquement parlant. Et la voie de l'individuation, c'est vraiment, je dirais, c'est ce deux en un, ce masculin-féminin à l'intérieur de nous, qui s'unifie. Et à partir de là, comme je vous l'ai dit tout au début, nous sommes pas seulement féminins, nous ne sommes pas seulement masculins, nous sommes plus que ça. Parce que masculin plus féminin, ça donne autre chose. Ça donne quelque chose que... Alors on pourrait parler de l'androgynie, hein, pourquoi pas, voilà, quel que soit le mot que vous donnez, mais pour moi c'est autre chose, quoi. D'accéder à un mystère autre, et de ne pas rester dans la conception qu'on a de soi, de l'autre, mais ouvrir les cases, ouvrir les fenêtres, les portes, tout. Et dans cette voie de l'individuation, donc je reprécise parce que c'est vraiment très important, la femme doit être en lien avec son féminin et son masculin. Mais elle doit l'être aussi avec son féminin, parce qu'elle peut l'avoir renié, comme je vous l'ai dit dans le cas de celle que j'ai appelée Lisa. Et c'est ce dont parle Jung quand il parle de l'ombre. C'est le féminin de la femme. Et quand il parle de l'ombre, c'est le masculin de l'homme. Mais j'aime bien dire, en fait, le féminin de la femme et le masculin de l'homme. C'est clair. Et ça, on peut l'avoir oublié, quoi. Alors, si on va à la recherche du masculin alors que notre féminin, il n'est pas très clair, bon, voilà, allons déjà vers notre féminin et après. Ou en même temps, ne pas l'oublier. Et puis ça me fait vous dire aussi que, pour ceux qui connaissent Arnaud Desjardins, qui était donc un grand sage contemporain, il disait que le yoga le plus compliqué, c'était celui du couple. Et pour lui, en fait, mais le plus complexe peut-être, disait-il, mais en tout cas pour lui, c'était... et je ne dis pas qu'il a dit ça exactement, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand il l'a dit. C'est comme une ascèse d'un yogi. Voilà, ça amène à quelque chose de grand. Et bien pour lui, la voie du couple, le yoga du couple, ça amène à quelque chose de grand. C'est une voie d'accomplissement, c'est une voie. C'est pour ça qu'il parle de yoga. Juste quelques petites... comment dire, sur cette route de compagnonnage, on va dire, il y a quelques petits obstacles. Donc j'en définis certains que vous connaissez tous très très bien, qui ne sont pas que des obstacles sur la voie du couple, qui sont des obstacles partout. Si je vous dis la culpabilité, d'accord, un bel obstacle sur notre route de compagnonnage et de vie aussi. Donc si je me sens coupable, ben, évidemment j'ai plusieurs stratégies qui vont se mettre en place. Si je me sens coupable, moi je vais faire comme cette femme Lisa, je vais plus dire mes ressentis. Je vais me dire, ah ben non, je vais lui faire de mal, je vais la blesser, je vais le blesser, etc. Je me tais. Okay. Si je me sens coupable, eh ben, je vais dire un oui, alors que oui, à l'intérieur de moi, il y a un gros non qui est là. Et je vais dire oui, c'est comme une question que vous posez tout à l'heure, quoi. S'il y a un oui qui s'échappe de temps en temps alors que vous avez envie de dire non, ok. S'il y a beaucoup de oui, parce que je ne fais pas, je nie mes ressentis, là c'est dangereux pour vous. Pour le couple aussi, c'est sûr, hein, mais pour vous, ça l'est à long terme pour le couple aussi. Donc, la culpabilité nous fait aller vers des réponses qui ne sont pas adaptées à nous. Et donc, et le contraire du mot responsabilité, puisque responsabilité veut dire être capable d'une réponse. Or là, dans la culpabilité, je ne suis pas capable de la réponse puisque je suis en train de donner une réponse qui ne me correspond pas. Donc je ne suis plus responsable. J'agis juste dans la culpabilité. Dans la culpabilité aussi, ça peut être, j'ai l'image du chevalier à l'armure rouillée, encore un autre conte, où effectivement, à un moment donné,
Donc le chevalier, il a son armure, etc., parce qu'il l'a toujours sur lui, il ne veut plus l'enlever, parce que comme ça, il peut sauver toutes les princesses en détresse, il peut venir, dès que le roi lui dit de venir, etc. Donc il garde toujours son armure sur lui. Sa femme en a ras-le-bol, bien sûr. Et au moment où il veut quitter cette armure, ça fait tellement longtemps, ça fait des années qu'il l'a, qu'il ne peut plus. Il va voir le forgeron qui se fait un plaisir de lui taper dessus, mais ça ne marche pas. Et donc l'armure tient le coup. Et donc là commence un long périple pour lui de transformation, parce que ça lui colle à la peau. Et là, on va reprendre le concept de Jung, la persona, c'est-à-dire, c'est ce qui nous sert à être en relation avec l'extérieur, mais à un moment donné, ça peut nous coller à la peau, c'est-à-dire qu'on a tellement été habitué à faire semblant qu'on continue à faire semblant même quand il n'y a plus quelqu'un. C'est-à-dire avec nous-mêmes, on fait semblant aussi. C'est devenu vraiment quelque chose. Donc voilà, l'armure, elle désigne ça, dans le chevalier armurier. Et lui, là, dans la culpabilité, ça se définit un peu autrement, c'est pour ça qu'il faut parler de ça. En fait, sa femme, à force d'avoir son mari dans son armure et de pouvoir rentrer en dialogue avec, s'est mise à boire. Et lui, donc le chevalier, à un moment donné, a pris comme excuse le fait qu'elle buvait tout le temps. C'est de sa faute, elle boit tout le temps. Donc je n'ai pas à me remettre en question. Donc la culpabilité peut venir, je me mets une armure, parce que du coup la culpabilité c'est quoi? Ça fait très très mal, je suis tout le temps touchée, très touchée. À force d'être touchée, je ne me laisse plus toucher. Dans tous les sens du terme aussi. Quand il y a des relations intimes qui ne vont plus très bien, c'est à force d'être touchée. Enfin voilà, ça c'est aussi un truc qui me travaille, c'est à force d'être touchée émotionnellement, je peux mettre une armure et je ne me laisse plus toucher dans tous les sens du terme. Peut-être, peut-être pas, il n'y a pas que ça, c'est juste des propositions que je vous fais. Et donc en tout cas, lui, il se sert à un moment donné du symptôme de sa femme, elle boit, et donc il reconnaît, sur son chemin d'exploration à un moment donné, il reconnaît ça. Il dit, je me suis servi de ça pour me cacher derrière et me dire que c'était aussi bien que je parte, puisque de toute façon, elle boit. Alors qu'elle buvait parce qu'il n'était plus là, qu'elle ne pouvait plus en rentrer en dialogue avec. Et là, on voit bien dans cette histoire, l'histoire du féminin masculin. Ils sont chacun dans un rôle très, très défini. Il est dans l'action, tout le temps. Et elle est pas dans l'action du tout, elle est dans l'être. Et ça ne se rencontre pas, et ça finit mal. Enfin, après, ça finit bien, mais... Alors, par rapport à la culpabilité, j'ai aussi une autre phrase qui est d'Henry Miller, qui est, je crois, un écrivain, un romancier américain, qui dit « Il n'est pas un de nous qui ne soit pas coupable d'un crime, celui énorme de ne pas vivre pleinement sa vie. » C'est beau aussi, ça. Le jugement aussi, quand je vous disais les pièges, mais c'est très, très en lien. Si je me sens coupable, par exemple, si je me sens coupable de dire non à quelqu'un, on me pose une question, tu veux bien me faire ci, et je me sens coupable de dire non. Pourquoi je me sens coupable de dire non? Parce que je suis en train de juger mon non à l'intérieur de moi. Je suis en train de me dire que c'est vraiment égoïste de ma part de dire non. Donc le jugement entraîne la culpabilité et entraîne mon faux oui, qui est entendu comme un oui quand même. Donc l'autre, il le prend comme tel, il ne comprend rien. C'est ce que me disait un homme une fois qui a été... moi j'aimais bien cette expression. Il me dit... parce que effectivement, les femmes qui sont en action comme ça, ce qu'elles veulent, c'est en général, d'accord, elles ont envie d'être devinées par l'autre. Elles ont envie que l'autre puisse te dire « Ah, oui, mince, alors elle fait tout, là je vais me lever, je vais y aller. » Mais elle ne demande pas d'aide. Et il y a un homme qui m'avait dit ça un peu comme ça, très... vraiment, avec tout son cœur, qui m'avait dit « Mais moi, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas deviner ce qu'elle veut. Mais moi, j'aimerais juste un truc, c'est qu'elle me demande de l'aide, qu'elle me dise ce qu'elle veut, c'est tout. » Donc voilà, je la trouvais très mignonne cette phrase, ça nous montrait comment le masculin et le féminin marchent pas de la même façon. Le féminin
les choses sont dites. Voilà. Et à part, il y a la peur du conflit aussi, qui est sur lequel on travaille aussi dans nos stages, parce qu'on s'aperçoit effectivement que vouloir plaire à l'autre, se renier dans ses ressentis, etc., c'est souvent guidé par cette peur du conflit. Comme si, enfin moi je suis toujours éberluée, comme si quand je disais mon ressenti, ça allait amener un conflit. Voilà. Donc là, il y a vraiment au niveau de la communication, sans doute tout un travail. Donc là, je ne vais pas engager la conférence sur la communication. Mais c'est pour vous dire simplement que, voilà, la peur du conflit, c'est un peu dommage, parce que si je ne dis pas, si je tais les choses de toute façon sont là et vont exploser à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup d'accumulation chez beaucoup de personnes. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe aussi? Quand vous ne dites pas, réfléchissez un instant. Quand vous ne dites pas ce que vous ressentez à l'autre, de quelque chose qui vous agace, quelque chose que vous commencez à ne pas supporter, qu'est-ce qui se passe en vous? Et quand ça se répète, qu'est-ce qui se passe en vous? Il se passe que prendre la distance avec l'autre. Si j'arrive pas à exprimer, voilà, je mets ça au loin, et plus il y a de distance, plus évidemment la communication va être difficile à venir, en fait. Donc voilà, c'est tout ce que ça peut entraîner de ne pas dire les choses. Ça entraîne forcément une distance. Et ça entraîne aussi, là-dedans, un jugement sur l'autre. Pas que sur nous, le jugement il peut être sur nous, mais il peut être sur l'autre aussi, bien sûr. Il n'a pas compris, vous n'avez rien dit, mais il n'a pas compris quand même, il aurait dû comprendre. Enfin, j'amplifie la chose, mais voilà, quoi, c'est... ne pas dire ses ressentis emmène une distance, et la distance amène après, à force, au fur et à mesure, un jugement sur l'autre. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de circulation ni dans les mots, ni dans les gestes de tendresse. Et ça, je l'entends beaucoup par les couples aussi. On n'est plus capable d'avoir des gestes de tendresse. Et ni dans la circulation, je dirais, plus subtile de l'énergie, quoi. Il y a quelque chose qui est coupé, que les enfants ressentent beaucoup. Alors, j'en arrive à la conclusion. Ça doit bien aller quand même. Voilà, dans la conclusion, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Pas que dans les contes de fées, ça se termine toujours par un mariage, par l'alliance du féminin et du masculin, c'est pas pour rien. Mais avant, il faut voir toutes les épreuves qu'il y a eu. Quand on dit que la vie est un conte de fées, on dit souvent la vie n'est pas un conte de fées. Ah, moi je suis éberluée, je l'ai dit la dernière fois à la conférence sur les contes de fées, je suis éberluée. La vie n'est pas un conte de fées. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que vous souvenez que de la fin du conte. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Vous restez à ça et vous dites que la vie n'est pas un conte de fées. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu des tas d'épreuves, comme dans la vie. Exactement comme dans la vie. Et si on arrive à la fin de ces épreuves-là, à ce mariage dans les contes de fées, c'est qu'il y a eu la transformation grâce aux épreuves. On n'est pas obligé non plus de passer par des forêts d'épines tout le temps, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des choses qui peuvent être plus faciles que ça. Mais bon, voilà, ça nous donne quand même une image du fait que ça nous demande de la persévérance, etc. Et que ça nous demande effectivement un travail sur soi. Ça ne veut pas dire aller voir juste un thérapeute à tous les coups, ça veut dire quoi un travail sur soi? S'observer, se regarder, avoir un temps d'intériorité, justement, faire appel à ce féminin à l'intérieur de nous tous pour avoir ce temps d'intériorité et observer, interroger, sans se juger, s'il vous plaît. Si vous vous observez, si vous questionnez, ne vous jugez pas dessus. Si vous avez des ressentis que vous ne comprenez pas, ne vous jugez pas sur vos ressentis. On a ces ressentis, c'est juste comme les émotions, on n'a pas à juger ça. C'est juste un panneau indicateur pour nous dire va vers là, va regarder là, il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose qui va te faire mieux te comprendre, mieux te connaître et être plus pleinement toi.
aussi, bien sûr, comme toute voie d'accomplissement, mais la voie du couple, vous avez dû vous en apercevoir aussi, c'est un chemin d'humilité. Parce que, voilà, hein, si vous êtes dans l'orgueil, ça risque de donner des tensions du style j'ai raison, t'as tort, et tout est fermé. Pof. L'armure, elle est partout, et les boucliers. Donc, c'est un appel à l'humilité. L'humilité, c'est l'humain, c'est l'humus, c'est l'humeur, c'est l'humour. Alors, une des clés, partout aussi, hein, comme j'ai culpabilité, jugement, tout ça, on l'a dans tout, hein, mais l'humour, ça aussi, si on peut l'utiliser dans notre relation avec nous-mêmes, dans la relation avec l'autre, dans la relation, c'est une clé merveilleuse. Je ne parle pas de la dérision, je parle vraiment de l'humour. Humour, humilité, humain, humeur, tout ça, ça a la même racine. C'est peut-être pas pour rien. Peut-être aller chercher quelque chose de ce côté-là. Ce que je voudrais conclure aussi par le fait que la communication avec l'autre à l'extérieur dans notre couple peut nous aider à rentrer en communication avec le masculin à l'intérieur de nous. Qu'il faut veiller à cette communication dans la bienveillance. Pour ça, je disais toujours tout à l'heure, ne pas se juger, dans la bienveillance. Ça, c'est une clé aussi. Soyez toujours bienveillants. Ça ne sert strictement à rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un progresser par la maltraitance. Jamais. Il y a des épreuves où il y a une maltraitance qui se fait. Mais si je continue cette épreuve de la maltraitance par me maltraiter moi-même, par me juger, c'est-à-dire, ça n'amènera rien. J'ai jamais vu quelqu'un s'en sortir. La bienveillance, ah oui, bien veiller sur soi, bien veiller sur l'autre. C'est une belle clé, quoi. Donc voilà, l'humour, la bienveillance. Voilà. Et puis voilà, donc comme tout à l'heure je disais, la communication, si vous êtes dans la communication bienveillante, vous ne véhiculez pas que les mots, vous véhiculez ce qui se passe ici. C'est l'énergie que moi je donne, mais que je reçois aussi de vous, alors que vous n'êtes pas en train de parler. Donc la communication, elle est de loin pas que verbale. Et celle-ci, elle est vraiment